Cette réalisation constitue un travail d'apprentissage et de recherche sur l'expression vidéo dans le domaine du reportage. Pour la première fois, une équipe d'enseignants en formation a pu observer, avec un circuit fermé de télévision, 8 jours de la vie d'une autre équipe, celle d'un journal. Rendre compte d'un événement, c'est assumer toute sa complexité et sa richesse. C'est pourquoi le caractère particulier de certaines séquences réserve la diffusion de cette émission à un public d'adultes. Je crois que c'est un moyen d'information. On ne peut pas faire autre chose que d'informer. Et c'est déjà pas mal parce que seule la vérité est révolutionnaire, camarades. Je sais pas, pour les impôts, je dois être un personnage recensé par l'administration dans une certaine catégorie. Je sais plus laquelle, d'ailleurs, enfin bon. Mais non, je suis... Dire il y a eu ceci, il y a eu cela, dire la critique à ses lettres de noblesse, la satire, mon Dieu, il y a Rabelais, Aristophane, Voltaire et toute la bande, la caricature, Daumier et tout ça. D'abord, Daumier était un con, ses caricatures, c'est pas lisible. Son dessin est vigoureux, j'aime bien le regarder, mais ce que je peux m'emmerder quand je lis le moindre des légendes. Oui, les huîtres. Les huîtres, ça me tenait beaucoup à cœur parce que c'est ma région. Et voilà, ça s'est mal passé. Ils ont dit à ma mère qu'ils allaient lui mettre une bombe chez elle. Je dis qu'on est 5 milliards sur la Terre et qu'il faut en foutre en l'air la moitié. Comment on va faire? En tout cas, je crois que ce serait quand même très utile d'avoir Cavana. D'ici vendredi, essayer de l'enregistrer, ne serait-ce que 10 minutes, même s'il ne veut pas dans un couloir ou à l'imprimerie, avoir quelques images. Il y a une gueule, ce mec. Puis même dans ses dessins. Non, mais toi, je crois plutôt que tu es plus attiré par. Ouais, c'est plutôt réserve. Réserve. Et je crois qu'il faut qu'on table sur tous les grosses têtes aussi de l'équipe. Parce que tu as quand même 4 grosses têtes là-dedans. Et il manque Cabu maintenant. Oui, mais enfin, Cabu, on le verra aussi. On peut le voir. Il fait plutôt des reportages extérieurs, lui, Cabu. Ouais. Ouais. Et du reportage extérieur. Et pour Cabu, alors à quel endroit on va enregistrer? Tu penses qu'on va enregistrer à Charlie Hebdo ou bien en extérieur? Il faudrait changer un peu peut-être. Parce que lui, c'est un mec de reportage. Si on le prend à Charlie, il va être assis, figé comme ça, là, les bras comme ça. Ça va pas être bon, quoi. Et que GB, lui, il pense déjà beaucoup plus. On peut le prendre peut-être... Mais ça va pas être facile parce qu'ils vont peut-être pas accepter qu'on se plante chez eux pendant 3 jours, 4 jours. Tu vois pas le matériel qu'il faut amener là-bas, toute la régie qu'on démonte à Garges, qu'on amène déjà là-bas, maintenant, on va avec un petit tout le grand matériel. C'est déjà difficile chez nous au studio, alors tu t'imagines chez eux. Pendant 8 jours, on va rester là. Pendant 8 jours, on va rester là. Peut-être pas 8 jours, mais on en a bien pour 4-5 jours avec eux. Je pense qu'il n'y a plus de problème de contact avec eux. On est allé se balader, ils nous ont déjà vus. Maintenant, ça va se faire tout à fait normalement. Il n'y a pas de problème de contact, mais ce qu'il faut qu'on se mette d'accord, c'est qu'est-ce qu'on va montrer dans ce film-là. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Parce que pour le moment, on n'a pas de fil directeur. Je crois que c'est difficile pour l'instant. Tu sais, il faut voir ce qui se passe, enregistrer et avoir peut-être une idée directrice, mais à partir de là, on verra ce qu'on peut en tirer. Quand on aura la matière, tant que tu n'as pas la matière, tu ne peux pas vraiment affiner. C'est pas vraiment un journal, c'est un journal différent, mais c'est pas des journalistes, c'est avant tout des mecs qui créent, qui font du dessin, qui sont des artistes, etc. Et ce serait chouette de pouvoir montrer ce côté-là. Il n'y a pas que ça. Comme reporter, il y a vraiment Paul, je crois qu'elle fait des trucs sur les animaux, aussi sur toute l'équipe. Sur toute l'équipe. Il y a qui encore? Il y a Cabu qui fait des reportages extérieurs, il y a
eux, c'est vraiment des reporters journalistes, je crois, mais les autres, bon, bah, c'est tout. Ouais, mais il faut qu'on les dessinent prenne, leur truc. il faut qu'on les prenne au boulot, il faut qu'on voit ce que Charlie est capable de faire par rapport à l'actualité et situer ça aussi par rapport aux autres. Il faudrait que nous, on se situe aussi par rapport à eux, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut essayer d'exprimer à travers cette équipe-là. Madame Bernier, pourquoi ce travail ne se fait pas à l'écart, dans un autre bureau? Bien parce que on est content d'être tous ensemble et c'est bien. On aime le contact de tout le monde. Combien vous avez de lecteurs, estimez-vous? Pour chaque titre ou... Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Lecteurs en général. Disons qu'il faut multiplier par 7, alors même par 10, souvent. C'est-à-dire que si on vend un harakiri, je suis sûre qu'on est lu par 10 personnes. Il y a un acheteur pour 10 lecteurs. Vous tirez à combien d'exemplaires? 192 000 pour harakiri. Pour 192, 195, quoi. Charlie Hebdo? 110 000. Et Charlie Mensuel, 100 000. Est-ce que parfois il y a des problèmes de distribution, d'affichage? Il y a des problèmes de distribution, non, mais d'affichage, oui. Et ce qu'il y a, c'est que ce sont les marchands surtout qui font l'affichage. C'est-à-dire c'est une couverture leur plaît, bon, ils vont l'afficher sans problème, et si ça leur plaît pas, ils vont le cacher. Enfin, on est quand même à la merci du marchand. Oui, surtout en province. Est-ce que vous avez quelques exemples d'interdiction de saisie? Et on a eu une grosse saisie, c'est-à-dire quand on a fait la couverture avec Madame Giscard d'Estaing. Alors là, c'était la saisie pure et simple. Et pour Charlie Hebdo, on a eu des saisies de la double page. On a eu des référés, on est arrivé à ce que la double page de Charlie Hebdo, enfin, soit simplement enlevée, quoi, qu'il n'y ait pas de saisie du journal entièrement. Il y a beaucoup de procès, ça coûte cher? Ça coûte cher. Ça coûte cher. L'enterrement de mon grand-père, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais derrière, J'étais devant, j'étais tout seul à l'enterrement. Spécial course. Fallait jouer Jean-Paul Sartre, Hitchcock, Tito. Dans l'ordre. La France a gagné le Grand Prix de Belgique automobile. Ligier. Le tueur, Tito est mort. Le petit lapin se marre. Le tueur de petits lapins. La Yougoslavie décapitée. Déjà qu'il lui manquait une patte. On va faire un supplément. Un supplément Tito. Hein, on fait un supplément Tito. On vend terrible. Ah ouais. On l'appelle supplément Sartre, et puis dedans c'est Tito. C'est bourré. Le monde communiste. Tito, ça fait partie du monde communiste. Hein. Ah oui, quand même, un petit peu. Le monde communiste perd une jambe. Le temps de faire une de ses lumières. Le mille pattes communiste. Ah, le une jambe. L'araignée rouge. La brute épaisse, c'est pas mal. La brute épaisse, c'est mort. La fin du côté épaisse.
qu'ils vendent à Yougoslav? On se demande. Des olives. Des fruits. Ah, quelques fruits. Hein. Ils marchent sur le tourisme, ils fonctionnent avec le tourisme. Il y a des touristes qui font des petites cuillères en bois. Ah oui, des petites poteries, ils doivent faire des poteries à la con, et des cuillères en bois. Et puis des trucs brodés, des espèces de gilets brodés. Allons-nous manquer de camembert à Yougoslav? Des gilets brodés aussi, ils doivent faire plein de gilets brodés. Manquer le gilet brodé. Ah oui, Quand tu fais parler tes personnages, tu fais tes dessins, tu fais d'abord les dessins et je rigole, moi. Je rigole, c'est pour ça que je suis obligé de travailler tout seul. Ouais. Parce qu'on me prendrait pour un fou. Et je rigole en faisant mes dessins, je joue, Quand je suis dans un personnage, dans la peau du personnage, je suis dans la peau, je joue un gros con. Je joue un petit merdé comme ça. Je me fais ma scène. Je joue comme une petite scène de théâtre. Hein. Et je les joue, c'est comme ça qu'on peut sentir un personnage et puis mettre des dialogues. Sinon, on ne peut pas se mettre comme ça, puis faire des dialogues. Moi, je ne crois pas. Enfin, pour moi, je ne crois pas. c'est une vraie création. Mais comme je suis très timide et complexé, je ne peux pas faire ça devant le public. Tu m'as trouvé des jolis putains? Ouais. Distingué en plus. La classe, tout. Pas de gros mots. La grande classe. Ils sont capables de se tenir de péter quand on les prend en photo. La craquette frisée. Si vous voulez les baiser, il faut mettre 5 francs en plus. Hein. Fais chier, faites-en plus tôt. Non, mais je sais pas. On va repasser le 10e de ça. Non, mais c'est la couverture. On va faire un supplément ce mois-ci. On cherche un supplément Tito. J'espère que depuis le début, c'est la couverture. Hein, on fait un supplément Tito. On vend terrible. Ah ouais? On l'appelle le supplément Sartre, et puis dedans c'est Tito. On s'est bourré. Spécial larme à l'œil. « 24 pages de photos, c'est que les dessins. » C'est bon, ça c'est marrant. Ah oui. On fait là. Cela c'est plus marrant. Et si on mettait Tito spécial larme à l'œil et que l'on mette 4 en couverture? Ah, pourquoi pas? Ça changerait, oui. Mais tu es d'une audace aujourd'hui. Tu m'étonnes. Non mais... Le Tito spécial larme à l'œil, comme on en a beaucoup. Cavana t'en choisit 4 et puis on les... Ah, ça serait joli. Ça serait joli peut-être. Moi je suis comme on en a d'accord. beaucoup. Hein, Cavana? Ça donnera plus de boulot à Blandine, c'est chouette. Cavana? 4 couvertures au lieu d'une.
corps d'un otage vient d'être transporté en dehors de l'ambassade. Pour la première fois, on aperçoit fugitives des ombres qui se déplacent sur les toits. On dirait des terroristes, cagoules et combinaisons noires. 30 secondes plus tard, 2 hommes atterrissent sur la terrasse extérieure. En une fraction de seconde, ils placent une sorte de large cadre que l'on prend pour une échelle contre l'une des fenêtres de l'ambassade. SAS, 3 lettres qui éclatent aujourd'hui à la une de tous les journaux anglais. Mais lorsque vous téléphonez à l'état-major de l'armée, ainsi que je l'ai fait ce matin, la réponse claque. Nous n'avons aucun renseignement à vous fournir. Même leur nombre exact est inconnu. En fait, le SAS, Special Air Service, est composé de 2 équipes de volontaires prises dans toutes les unités de l'armée. À l'ambassade d'Iran, ils étaient parvenus, entre autres, à installer des micros dans les murs et 2 mini-caméras dans les cheminées qui leur permettaient d'enregistrer toutes les conversations et de filmer à plusieurs reprises les otages. Dès le début, ils avaient reconstitué en maquette les locaux de l'ambassade et connaissaient avec précision la répartition des otages séparés en 3 groupes par les terroristes. On estime qu'une trentaine d'hommes ont participé à l'opération. Leur équipement, masque à gaz avec radio incorporé, gilet pare-balles, combinaison pare-feu, fusil mitrailleur allemand à crosse télescopique permettant de transformer l'engin en pistolet. Enfin, ces fameuses grenades de fabrication britannique qui paralysent l'agresseur en l'éblouissant et l'assourdissant à la fois. Leur PC se trouvait dans l'immeuble adjacent à l'ambassade. C'est la raison pour laquelle la police avait placé des paravents pour cacher leurs mouvements à la presse. En silence, les murs mitoyens ont été percés et là encore, les SAS pouvaient observer certaines pièces. C'est du James Bond. L'assaut a été donné dans les règles de l'art, hein, je vous signale. Ah bon? Oui. Oui, Avec des grenades aveuglantes et paralysantes. Ils ont dit dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Et l'incendie fait rage. Alors il ne fait pas tout à fait rage. Ça c'est charmant. Étant donné qu'il y a les pompiers. Rappelle-toi le premier avion détourné qui a cramé dans le désert, là, que le Japan Airlines pouvait sauter. Non, enfin, jusqu'à maintenant, les otages, on les tuait pas, tu vois, ils étaient heureux. Quoi. Exactement. Journalistiquement, ça va être gonflé, mais enfin, ils vont avoir beaucoup de mal, ils vont se donner beaucoup de mal pour le gonfler. Tu sais, t'as pas de quoi titrer, t'as pas tant de morts à titrer, il n'y a que ça. Un mort. Un petit mort. C'est rien du tout, sur 14, tu vois, bon, ça c'est bien. Un rescapé alors? Ils ne peuvent pas titrer dessus. Un rescapé? Là maintenant, ils vont faire des titres dessus demain, mais ça va pas bien loin. Ce qu'il faut, le seul truc, c'est tant de morts. 12 morts, 20 morts. Bon, là, alors, Ça aurait été le carnage, ça aurait été... Non, c'est pas ça. finalement, il n'y a rien, quoi. Finalement, c'est pas si mal réussi. Il y a un mort, il y a 14 libérés, les 3 mecs sont pris. Ah oui, mais alors donc c'est les presque- Anglais qui c'est ont presque- réussi leur coup alors? Les Anglais ont réussi leur coup, très bien. C'est pour ça que ton truc, il est parfait. Non, c'est-à-dire, ça prouve, enfin, approximativement, ça prouve que les Anglais... 40 faits qui vont se faire. Non, mais ça prouve que les Anglais, vraiment, là, ont foncé... Ils ont Comme voulu... les Allemands à Munich, Oui, c'est ça. Ils n'ont pas voulu attendre comme les Américains, comme bâtard. Ils ont foncé. Tant pis pour les otages, manque de Voilà, peau, c'est ça. Mort aux otages. Entre 14h et 16h, les étudiants sympathisants venant des 4 coins de Paris se sont donné rendez-vous devant la faculté de Jussieu. C'est à 16h que la foule nombreuse a pris la direction de la place de l'Odéon. Jusque-là, les forces de police sont discrètes, aucun uniforme en vue. Ce n'est que place de l'Odéon que les manifestants découvrent 3 cars rangés le long de la place. Les policiers ne répondent pas aux volets de pierre. Ils préfèrent reculer. Mais c'est place Raspail que les événements plus graves ont lieu. Les fonctionnaires de police du commissariat ont juste le temps de fermer la porte quand arrive la première vague de manifestants. Dans la précipitation, un policier en civil reste dehors et c'est en vain qu'il essaiera de se faire ouvrir.
Littéralement lapidé, il a sorti son arme, il parviendra à s'enfuir dans les petites rues, derrière le commissariat, avant que le gros de la manifestation n'arrive. Et ce, avec beaucoup de sang-froid. Le policier est en ce moment devant la porte. C'est place des Invalides que se terminera cette manifestation au milieu des jets de grenades lacrymogènes, de bouteilles et de pierres. D'1 million de kilomètres carrés, près de cette région la plus reculée où vivent encore 150 000 pygmées, le pape est au bout du monde. C'est ici, en pleine brousse, qu'il aura lancé un appel d'encouragement à toutes les missions dont il sait que le travail et la vie sont précaires. Mais dans la brousse de Kisangani, Jean-Paul II, qui choisit soigneusement ces moments, a exalté la vie rurale et insisté sur les dangers de l'exode. Pour lui, les deux mamelles de l'Afrique sont la foi et l'agriculture. n'existe pas de censure en France. Et le seul mot de censure est de nature à faire hérisser les cheveux de tous nos gouvernants, et en particulier de notre président. Mais il peut exister une censure quand même, qui est une censure larvée. Et cette censure est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus grave finalement qu'une censure qui s'intitulerait censure et auquel chacun pourrait se référer. D'abord, il faut voir une chose qui est très délicate dans un journal comme à Charlie Hebdo, Harakiri mensuel, c'est que personne ne prévient des bornes jusqu'où on peut aller. C'est après coup qu'on vous dit « vous êtes allé trop loin ». Mais personne ne vous dira vous pouvez publier une photo de femme nue à condition qu'elle soit de 3/4, etc., qu'elle soit qu'on ne voit pas certaines choses ou qu'on les voit. Personne ne vous le dira. Mais un beau jour, le journal sera poursuivi, et alors c'est là qu'on discutera en disant ben, vous êtes allé trop loin, donc on vous condamne. Alors Harakiri mensuel a été interdit 2 fois. Et la levée de cette interdiction, c'est vraiment le fait du prince. On fait des démarches, on va voir les gens de la commission, on va voir des gens au ministère éventuellement, on leur dit ben, on sera plus sage, on ira moins loin. D'ailleurs, le prétexte au départ, ça a été pour Harakiri mensuel, véritablement, sinon la pornographie, tout au moins d'aller trop loin, à la fois contre les bonnes mœurs, contre la religion, contre les pouvoirs établis. C'est un petit peu ça qui choque. Et il suffit que quelques bonnes ligues envoient 2 ou 3 ou 4 ou 10 lettres de protestation. Comprenez, le père de famille nombreuse qui dit c'est une honte et une horreur, j'ai vu ça, j'ai vu Harakiri dans tel marchand de journaux, mes enfants, alors que Dieu sait ce qu'on peut voir maintenant chez les marchands de journaux. Ça suffit. Alors nous avons d'autres procès qui sont des procès qui étaient jusqu'à présent des procès plus obscurs, c'était des procès civils.
La grande masse, c'était effectivement des gens qui reconnaissaient leur photographie dans Harakiri mensuel ou dans Charlie Hebdo. Vous savez, par ce procédé qui consiste à utiliser une photo d'actualité et à y mettre toute autre chose par l'adjonction de montage quelquefois, et la plupart du temps par surtout l'adjonction de paroles, de bulles qui mettent les gens dans une situation effectivement assez ridicule. Bien voilà un exemple de détournement qu'on pratique dans Harakiri, de détournement de photos. Notre propos, c'est d'illustrer la visite du pape à Paris. Et on a regardé les photos dont on dispose en archive, les photos d'agence, et on a choisi cette photo qui représente des bonnes sœurs et qui exhibe le portrait du pape. Et alors, on titre un service d'ordre impressionnant, l'élite des videurs des cabarets parisiens mobilisés en tenue de bonne sœur. Et il y a un des personnages qui parle, c'est celui-là, enfin c'est celle-ci puisque c'est une bonne sœur, et elle dit « Tous ceux qui se disent papes et qui ne ressemblent pas à cette photo, on leur met la tête au carré ». Alors là, depuis, on a eu d'autres procès plus retentissants sur le plan mondain, parce que c'est l'affinement de la technique du professeur Choron sur le montage photographique. Au début, bon, c'était des montages relativement discrets. Maintenant, il est passé, si j'ose dire, à la grosse artillerie, et on a eu les 3 montages qui ont donné lieu à 3 saisies en référé, enfin 3 saisies ou 3 injonctions d'avoir enlevé la page. En ce qui concerne d'une part Dalida, Madame Giscard d'Estaing et la dernière en date, Denise Fabre. Alors là, effectivement, on a eu des procès qui ont fait parler de Charlie Hebdo et d'Harakiri, et qui se situent tous aussi sur le plan civil, mais qui ont aussi une importance capitale pour le journal, parce que, en particulier pour Madame Giscard d'Estaing, retirer Harakiri mensuel, se mettre d'accord sur une nouvelle couverture, tout cela a demandé beaucoup de temps, beaucoup de sueur et a coûté beaucoup d'argent, c'est sûr. Là, il y a un risque énorme, hein, parce qu'un numéro d'Harakiri mensuel, ça représente quand même 30 millions à peu près, hein, d'anciens francs, bien sûr. Ben, c'est du journalisme libre, ça paraît pas grand-chose dit comme ça, parce qu'on pense qu'en France, le journalisme est par essence libre, quoi. Mais il y a une manière de le pratiquer qui apporte une liberté supplémentaire qui est la nôtre. Et c'est tout simple, c'est des pages blanches. Et on nous donne des pages blanches. Alors ça, c'est le journalisme le plus libre qu'on puisse imaginer et qui est vraiment pratiqué, je ne sais pas où ailleurs. C'est même angoissant, si tu veux, de se dire j'ai cette chance fabuleuse, ce cadeau fabuleux, de pouvoir dire ce que je veux et d'avoir l'impression, quand même, semaine après semaine, de quand même pas être à la hauteur de cette chance, tu vois. Aller bosser tous les jours, j'ai connu, tu vois, le métro, bon, je vais pas faire un tableau noir de l'époque où on travaillait, mais c'était sans arrêt une révolte sur les quais de gare, sur les quais de métro, et filer 8 heures par jour à quelqu'un, tu vois, à quelque chose qui me bloquait là, et qui me donnait un peu d'argent au bout et 8 heures par jour, plus les trajets, ça faisait 10-12 heures. Alors c'était pas supportable, quoi. J'ai commencé à gueuler tout seul dans mon coin. Et pour m'en arracher, il fallait que je fasse quelque chose. Ça me paraissait bien. Il y a une espèce de barrière, tu sais, dans notre société où tu es exploité, où tu es d'un côté où ça va pas mal, tu vends, tu vois. Si tu es vendeur, ça va. Si tu es acheteur, tu es le con tout le temps. Tu es obligé d'aller chercher des sous et puis de les donner pour acheter des choses. Si tu vends, c'est déjà le bon côté, quoi. Et vendre du dessin, oui, faire du dessin, c'est vendre. Je suis quelqu'un qui a envie de dire des choses et puis qui utilise cette technique du dessin. Mais au départ, quand je bouillonnais de l'envie de dire, si tu veux, l'écrit, le cinéma, l'opéra, n'importe quoi, ça m'aurait bien convenu. Mais l'opéra, c'est difficile. Et la vidéo par rapport à ça, tu sens quelque chose, toi, Un peu. Je veux dire que j'ai vu apparaître la vidéo et j'ai entendu tout de suite les discours des gens qui se sont dit formidables. Jusque-là, on avait que l'écriture, le dessin, la peinture, les moyens de communication qu'on connaît, le cinéma. Et d'un seul coup, on va voir la vidéo.
et qui répondait effectivement à un besoin, mais c'était pareil, une réponse truquée, une réponse hâtive, tu vois. Le besoin, c'était, il y a eu très fort, après 68, l'envie de se parler, de communiquer, de se questionner, et on s'est dit, ah, voilà l'outil. Et tout de suite, sans essayer d'analyser ce besoin qu'on avait, et s'il était fructueux, enfin j'ai cherché à savoir ce que c'était, d'où ça nous venait, et qu'est-ce qu'on avait à se dire, on s'est mis tout de suite à se parler et à l'enregistrer. Et on a vu des équipes partir dans les HLM, parce qu'il fallait aller dans les HLM, et questionner les gens, comment vous vivez ici? Ah bah on vit pas très bien, mais enfin on veut ça. Et alors on a eu des milliers d'heures de ça, de gens qui disaient qu'ils vivaient pas très bien, mais enfin que c'était supportable, qu'ils gagnaient pas beaucoup, mais enfin qu'ils faisaient avec, et puis voilà. Parce que, avant de se parler, il faut savoir qu'il faut enrichir l'autre. Si soit on sait, il faut l'enrichir en l'informant, et à ce moment-là, le dialogue peut s'instaurer. Si c'est rien, il ne peut rien dire, tu vois, c'est pas... La parole, c'est pas magique. Bon, eux crient beaucoup, eux parlent très fort, leur niveau vocal est très élevé, ils ont l'habitude de leur voix, ça fait 20 ans qu'ils entendent leur voix. Toi, tu as une espèce de chuintement. Il faudrait que tu aies vraiment, je sais pas, un mégaphone pour pouvoir parler, tu vois. Alors tu glisses un petit mot en réserve à celui qui est à côté de toi. Bon, soi-disant, la parole est libre, tu peux dire ce que tu veux, mais la parole reste coincée, la parole, elle reste là. Est-ce que c'est difficile d'être une femme à Charlie Hebdo? Bon, ça c'est évident que c'est difficile. Mais c'est difficile aussi pour tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Tu vois, par exemple, les dessinateurs qui essaient de faire leurs dessins. Et bon, en filmant, vous avez vu comment ça se passe. Il y a une courroie de transmission qui doit être obligatoire pour que leur couverture puisse passer et puisse être admise. Bon, c'est vraiment ils sont hors du groupe. Ils sont hors du groupe. Et ça, c'est difficile, ce groupe. Ce vieux groupe bien constitué, bien... Tu peux pas discuter. Tu vas pas t'énerver, tu vas pas crier, tu ne peux pas. Tu peux parler à... C'est comme pour leur phallocratie, tu peux très bien parler avec Kahana. Tu peux leur parler seul à seul. Seul à seul, ils t'entendront et peut-être ils te comprendront. Mais le groupe, non. C'est comme Kahana, il a fait des très très beaux articles sur le viol, sur les bonnes femmes qui se pchit et tout. Il y avait vraiment une sensibilité sur ce que peuvent être les femmes. Bon. Et ben, il n'empêche que le groupe, quand il est là, le lundi après-midi, la pente naturelle, c'est de rigoler des femmes d'une manière graveleuse. Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire la voix de la conscience, Jiminy Cricket, l'hystérique qui la ramène tout le temps. Bon. Oui, moi je crois qu'il faut absolument qu'on fasse avec Cabu un peu comme il fait dans ses reportages, mais qu'on le prenne lui presque comme dans une situation de reportage, alors qu'il ne le sera pas, quoi. Mais à l'extérieur, tu veux dire? À l'extérieur, oui. Oui, à côté d'un canon, par exemple. Ouais, c'est pas la peine de le prendre ici, si tu veux, quoi. Lui, c'est un type qui est tout le temps dehors, qui a des thèmes à droite et à gauche. Bon, il a tapé sur l'armée, c'est son truc principal. Comme on ne peut pas tout faire, on est obligé de serrer le problème. Et bon, ben, avec lui, on va parler que de l'armée. Cabu, nous sommes aux Invalides. Est-ce que ce lieu t'inspire particulièrement? Jusqu'à... Ah oui, c'est une bonne maison. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir encore? C'est longtemps que j'étais là? Je suis là depuis la guerre de 14. C'est un lieu que tu aimes? Ben... devrait plutôt s'appeler le salon de la boucherie, mais... Et puis non, ça fait un peu peur, tu vois, parce qu'on sent que sous chaque arbuste, là, il y a un militaire. Tu as l'impression? Oui. Ouais. Je me demande s'il y a un abri anti-atomique là-dessous. Tu as parlé beaucoup des abris anti-atomiques. Oui. Tu sais qu'il y en a en France? Il y en a, je crois qu'il y en a sous chaque ministère, mais c'est difficile d'avoir les preuves. En tout cas, j'ai la preuve qu'il y en a un sous le ministère de l'Équipement, 57 boulevard Lefebvre. Comme Monseigneur Lefebvre. Parce que celui-là, je l'ai vu. Hein. Et puis, il y a eu des photos de fêtes et tout ça. Tu vois, pendant des années, ils nous ont dit que les abris anti-atomiques
n'était pas nécessaire puisque la dissuasion, la force de dissuasion était là pour éviter la guerre et qu'il n'y avait pas besoin d'abri puisqu'on n'aurait jamais eu de guerre. Et puis maintenant, ils commencent à dire ah ben, il faudrait peut-être penser à protéger les gens. Enfin, tu vois? Tu crois qu'on peut faire confiance à des gens comme ça? Mais ce qui me frappe surtout, c'est que je rencontre beaucoup de militaires qui sont antimilitaristes et même des curés qui se disent anticléricaux. Enfin, tout le monde est contre tout, mais les structures sont toujours en place et les gens sont toujours payés par ces structures, alors ça ne changera jamais. Cabu, est-ce que le grand-duduche est mort? Ah non, le grand-duduche, il n'est pas mort. Comme dit Rézère, il passe son temps. Il espère toujours se taper la fille du proviseur, ce qui, maintenant, il pourrait peut-être espérer avoir des relations plus suivies avec la fille du proviseur. Mais le grand-duduche, ça représentait toujours le grand dégingandé de la classe. Il y en a toujours un par classe qui croit toujours, bon, il est un peu boy scout, c'est sûr, mais il a quand même des idées sur tout et il a toujours envie de changer les choses, lui, au moins. Oui. Pour Paul, tu disais la chasse, tu disais... il n'y a pas que ça quand même. Je le vois au milieu des animaux, dans les cages, avec les bêtes qui sont emprisonnées. On l'apprend sur autre chose aussi? La misère, la misère. Est-ce qu'on apprend sur la autre misère chose des hommes, la misère des animaux, l'envie de tuer les animaux, l'envie de tuer des hommes, je sais pas, il y a quelque chose qui est proche là-dedans et qui est... Oui, mais il faudrait peut-être faire une séquence aussi sur Paul. Là, il faut aussi qu'on essaie de relier Paul et Cabu au niveau des slogans. Comme tu disais, ah bah ceci, ah bah cela, quoi. Hein? Oui, j'en avais, alors, je sais pas, j'avais relevé un petit peu qu'on voit les lieux. Qu'au côté du jardin des plantes, il y avait par exemple, abat toutes les cages. Bon, et Cabu, c'est abat toutes les armées. Cabu, il parle de la mort, des mecs qui, d'une façon inutile, tuent, se servent d'un fusil. C'est finalement un problème grave en France, parce que ça concerne 2 millions de personnes, mais en même temps, c'est le plus facilement... on peut le démolir le plus facilement, parce que c'est tellement gratuit. C'est gratuit et totalement inutile. On ne chasse plus pour se nourrir, on ne chasse plus pour se défendre des bêtes fauves, on chasse pour s'amuser. Donc un amusement est peut-être plus facilement... on peut l'annuler, quoi, plus facilement, je ne sais pas. Mais il est certain quand même d'une chose, c'est qu'en 1974, lorsque je suis rentrée à Charlie Hebdo, il y avait 2 490 000 chasseurs, enfin près de 2,5 millions. 6 ans après, il y en a à peine 2 millions. Donc on peut dire que 100 000 chasseurs de moins chaque année. Et c'est peut-être un petit peu grâce à moi, pourquoi pas. Ou à mes amis qui me soutiennent, aux gens qui font campagne partout maintenant, qui ont réalisé. Silence total. Serre-le en plan cravate maintenant. Là sur lui, attention au point. Je ne sais pas si c'est des bisons d'Europe, de Pologne ou des bisons d'Amérique, mais enfin, ça doit être tout ce qui reste, grâce à Buffalo Bill. Parce qu'on parle toujours, dans les livres, on est très malhonnête, dans les explications, on dit toujours « telle espèce a disparu, telle espèce a disparu ». Et on oublie toujours de dire qu'il n'y a pas une espèce qui disparaît, elle a toujours été tuée par la chasse. Je ne connais pas un cas, un seul, d'un animal qui est disparu par les pesticides, le remembrement, le béton. C'est pas vrai, c'est faux. C'est toujours la chasse. Et ça, personne ne peut me prouver le contraire. Et les bisons, c'en est la preuve. Alors j'ai écrit la suite de ça. Non, j'ai pas écrit, j'ai téléphoné. Je suis tombée sur le professeur Cheron, beaucoup de chance, pour le remercier d'avoir passé ma lettre. Il m'a dit viens boire un pot au journal. Je suis allée boire un pot au journal et à la suite de ça, c'est venu très rapidement. Je venais les voir.
Je pleurais, je me mettais en colère, je disais aujourd'hui j'ai vu un chat dans un piège, je reviens d'une chasse à courre. Enfin, j'avais toujours des histoires qui me semblaient horribles à leur raconter, jusqu'au jour où le professeur Choron m'a dit tu nous emmerdes, arrête de raconter tes histoires, tu nous fais chier, prends une plume et écris-les. Alors Choron t'a dit écris. Oui, Choron et Cavana, tu vas écrire toutes les semaines. J'étais terrorisée, j'ai dit c'est pas possible, je pourrais pas. Non, si, tu vas y aller, nous emmerde pas, si. Ah bon, j'étais très fière quand même. Mais je pensais pas, je me suis dit bon, je vais parler une fois des zoos, je vais parler une fois des abattoirs, une fois des fourreurs, une fois de la chasse. Mon Dieu, ça tiendra 3 mois. Mais hélas, le problème est vaste. Ça tient encore et je crains fort que tant que Charlie Hebdo existera, il y aura toujours à dénoncer des souffrances des animaux, quoi. C'est un puits sans fond. Dessert sur Choron. C'est bon pour le son, hein, Michel. Arrête là. Fais le point. Est-ce que tu fais du journalisme avec Charlie Hebdo? Bon, c'est des questions de con, ça. C'est bien un journal. On se fait bander avec Charlie Hebdo. On fait n'importe quoi avec Charlie Hebdo. Et vous le faites pour quelqu'un? Pour rien. Pour rien, parce qu'on va tous crever demain. On fait Charlie Hebdo pour se marrer, on fait chier le monde, et c'est tout. Je suis pas moi-même. Non, je suis pas moi-même. Je suis pas le grand Choron, là. Ça veut venir. Ben, ça veut dire que j'ai rien à dire. Moi, Charlie Hebdo, il est venu comme ça, il est démarré comme ça, il est en train de faire chier avec Charlie Hebdo. Et parlez-moi d'Harakiri, non? Toujours Charlie Hebdo, me fait chier avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est la suite d'Harakiri. Parlez-moi d'Harakiri. C'est Harakiri qui a commencé en premier? Bah merde alors. Je vous apprends tout alors. Oui, mais oui. Vous venez me faire chier à m'interviewer, vous connaissez même pas vos... Mais oui, mais les gens à qui on va le montrer, ils ne sauront pas. Il faut bien qu'on leur dise. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu trouves mieux pour faire ce travail? Les images ou les textes? Les photos, les images, les dessins ou les textes? Non, c'est une mauvaise question. Tout est bon. Tout est bon. Écrire un texte, tu comprends, c'est quelque chose, écrire un texte, tu comprends. Les gens qui n'ont jamais écrit de texte ne savent pas ce que c'est. Écrire un texte, c'est quelque chose de terrible. C'est pire que de voir des photos, tu comprends. C'est vraiment... Écrire un texte, c'est quelque chose d'énorme. À partir du moment où tu t'attaques, là, où tu cherches tes mots, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime bien les textes. J'aime bien les textes quand c'est bien foutu. Hein. Moi, je me rappelle d'Elfeuille de Thon, c'était bien foutu. Hein. Et un texte, c'est vraiment... Quand un mec a mis le paquet sur un texte, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il ne faut pas croire que Céline écrivait comme ça. Hein. Il ne faut pas croire que tous les mecs qui ont écrit des textes, ils se faisaient pas chier. Hein. Je crois que c'est... Écrire un texte, je crois que c'est vraiment... un sacré boulot. C'est un sacré boulot, tu vois. Écrire un texte, je crois que c'est un sacré boulot. C'est un grand boulot. Maintenant, dessiner, déjà, il faut trouver l'idée de démarrage. Je sais pas comme Cavana, je sais pas. Lui, Cavana, bon, c'est un écrivain. Il a fait le dessinateur aussi. Mais à une époque où... mais je crois que dans le dessin, ça représente autant d'efforts, je crois. Je crois. Si tu veux arriver au bout du compte à apporter la même chose, c'est vraiment la même chose. Et quand tu fais des photos, tu as la même impression? Ou est-ce que tu t'amuses plus quand tu fais des photos, quand tu fais les montages, des trucs comme ça? Ah bah, écoute, je vais te dire une chose. Une page de montage comme je fais, je vais te dire, ça demande 2 jours de travail. 2
Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut trouver l'idée. Il faut que ta photomontage tienne debout. Il faut que ce soit pas n'importe quoi. Tu sais, c'est toujours pareil. C'est toujours un effort de réflexion, d'intelligence. Enfin, je crois. Je sais pas. Je m'en fous. C'est que je suis le directeur gérant des éditions du Square et qu'en plus je suis un créateur. Oui, c'est ce qui venait de tout ce que tu as dit. Et que j'aime bien créer finalement. Et j'aime bien aussi gérer. Et finalement, tu vois, Kavala, il m'a dit un jour, t'as découvert la création. Ben moi, je suis pas d'accord. Parce que la gérance d'une affaire difficile comme nous, c'est aussi de la création. C'est pareil. Tu sais, il faut te défendre. T'as autant de plaisir quand une banque, quand t'as arrivé à séduire une banque, si tu veux, que tu as le plaisir de séduire un lecteur, si tu veux. C'est exactement pareil. S'il y a des mecs qui ont réussi la révolution, c'est bien nous. On emmerde tout le monde, on fait ce qu'on veut. Les mecs ici, ils font ce qu'ils veulent. C'est une grande révolution qui a été faite ici, rue des Trois Portes, et qui a commencé à la rue Charon, et c'est tout. On s'est débarrassé des dictateurs, on s'est débarrassé de tous ces gens-là, et puis on a fait un journal de gens qui ont des choses à dire. Parce qu'il y a les gens qui ont des choses à dire et les gens qui n'ont rien à dire. Tu vois? Je n'ai pas écouté la chose de Sylvie Caster, l'interview de Sylvie Caster, mais il paraît qu'au milieu de cette vocifération de tout le monde, j'ai pas droit à ouvrir ma gueule. On n'ouvre sa gueule que quand on fait des choses qui te permettent d'ouvrir ta gueule. Et les choses, elles existent là, sur le papier. Pourquoi tu penses que s'il y a le communisme ou le fascisme, on risquerait de supprimer Charlie Hebdo? Ah, voilà une bonne question. Le Parti communiste, c'est exactement comme la religion catholique, tu vois. Ça veut dire, ils n'ont que des haineux. Ils n'ont que des gens qui... Simplement, il n'y aura plus de château. Il n'y aura plus que des merdes. Il n'y aura plus que des merdes. Il n'y aura plus que des merdes partout. Tu vois ce que je veux dire? Et le fascisme, c'est pas de la merde aussi? J'aime bien le fascisme. Non, j'aime pas. Non, tu n'aimes pas. Tu m'as dit l'autre jour, le fascisme, je déteste. Non. C'est bien, je le dis. Mais entre les deux, si on me donnait à choisir, je préférais le fascisme. Je me dis, bon, c'est fini. L'homme a conquis la terre. Et l'homme est devenu un fasciste sur la terre, tu comprends? Qu'il soit de droite ou de gauche. L'homme est devenu un fasciste vis-à-vis de mon chien. Tu comprends? Vis-à-vis de mon chien, l'homme est devenu un fasciste. Il n'y a plus de place pour les animaux. Les poules n'ont plus le droit de traverser la route. Tu comprends? L'homme, qu'il soit de droite ou de gauche, l'homme est devenu un fasciste pour tout ce qui existe sur la terre. Est-ce que tu te sens dans la tradition des gens qui ont toujours, par les dessins, critiqué la société? Est-ce que tu te sens dans la tradition des gens qui ont critiqué la société par les dessins satiriques, humoristiques? Genre Assiette au beurre et tout ça. Oh, non plus, avant même. Oui, mais avant. Est-ce qu'il y a des dessinateurs du siècle dernier ou avant que tu aimes
Ah non. que tu admires? Non, je n'admire rien. 2000 ans de christianisme qu'on a derrière la gueule, hein? Où les PD sont refoulés, où les lesbiennes sont refoulées, où les gens n'ont pas le droit de parler. Tu comprends? C'est pour ça que Charon montre sa bite partout. Charon montre sa bite. Son cul aussi. J'y tiens absolument. Je suis un ancien parachutiste, volontaire, pour faire la guerre d'Indochine. Il faut le dire absolument. Que le directeur d'Harakiri Charido est un ancien parachutiste qui a fait la guerre d'Indochine. Ça, il faut le dire. Ça peut, tout vient peut-être de là. Pas savoir. Je suis pas là ce soir pour vous raconter la guerre d'Indochine. Je suis là pour vous dire que... Comme ça. Il y a quand même un mec qui est sorti de là, qui s'appelait Georges Bernier. Et qu'on a fait Harakiri et Charlie Hebdo. Et je voudrais te dire que sans Georges Bernier, il n'y aurait jamais eu de Charlie Hebdo ni d'Harakiri. Non, c'est sûr. Il fallait un aventurier, celui qui est parti en Indo, tu vois. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas de gauche. C'est pas ça. Je veux dire que le journal n'est pas là, n'est pas un acte de militantisme. Et qu'il n'est pas non plus là pour défendre une philosophie. Il est beaucoup plus là pour critiquer. Et que la société soit de droite ou de gauche, ou de ce qu'on voudra, qu'elle soit libérale ou autoritaire, il y aura toujours à critiquer. Et notre rôle, c'est d'être le critique. Il est évident que dans une société autoritaire, le rôle du critique, qui sera encore plus nécessaire que n'importe où, est complètement supprimé, par définition. Et que dans une société libérale, si elle réussit à l'être vraiment, c'est là que le rôle du critique est pleinement libre. Alors, notre société actuellement, qu'elle soit pseudo-libérale ou ce qu'elle voudra, il n'empêche qu'elle s'entoure de certains attributs du libéralisme, en particulier du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo et d'autres journaux, qui sont des journaux de réflexion. Donc, si même la société idéale était réalisée, une société qui serait sociale, où tout serait parfait, où tout marcherait, il y aurait quand même besoin de journaux de critique. Parce que les hommes ne sont pas des ordinateurs, ils ont des passions, ils peuvent se tromper, ils ont des tas d'idéologies qui se contredisent, et que donc la société ne sera jamais parfaite. Elle peut être parfaite que dans son intention, avoir l'intention de fonctionner parfaitement. Et si elle peut fonctionner parfaitement, il lui faudra des instruments de correction, qui seront les critiques.